Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on prenait enfin au sérieux la voix des enfants face à l'urgence environnementale ? J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Éric Delemare, défenseur des enfants et adjoint à la défenseur des droits. Si tu ne le connais pas encore, je t'invite à écouter l'épisode 104 où nous avons posé les bases de son rôle et de cette institution essentielle pour faire avancer les droits des enfants et les droits de toutes et tous. Dans cet épisode, on aborde un sujet peu traité mais fondamental, le droit des enfants à un environnement sain. Ce droit, reconnu au niveau international, est aujourd'hui largement bafoué. Pollution, précarité, catastrophes naturelles, les enfants sont en première ligne. Et ce sont les plus vulnérables, enfants précaires, en situation de handicap, incarcérés ou exilés, qui payent le plus lourd tribut. On parle aussi des politiques publiques, de leur défaillance, de la toxicologie réglementaire par exemple, pensée pour un homme adulte de 70 kg, et du rôle clé des enfants eux-mêmes, souvent plus lucides que les adultes sur ces enjeux. C'est un échange qui dérange autant qu'il est clair, parce qu'on ne peut plus ignorer que protéger les enfants, c'est aussi protéger leur environnement. Si cet épisode te parle, pense à t'abonner, à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Je réponds aux messages d'ailleurs là-bas. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn. Et pour soutenir le podcast, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour avoir les épisodes sans pub en avance et accéder à plus de 80 bonus. Tous les liens sont en description. Allez, on y va avec la première question. Éric Delemare, pourquoi avoir consacré le rapport annuel 2024 du Défenseur des droits au lien entre environnement et droits des enfants ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors les enfants ont le droit à un environnement sain, durable, propre. C'est ce que le Comité des droits de l'enfant de l'ONU est venu rappeler en août 2023 dans une observation générale et il a fait le lien entre la dégradation de l'environnement. Alors la dégradation de l'environnement, c'est le dérèglement climatique, ce sont l'effondrement de la biodiversité, la pollution généralisée, on pense à l'air, à l'eau, au sol, aux océans, et les conséquences sur la santé des enfants, on y reviendra, sur les conséquences sur l'éducation des enfants, puisque quand il n'y a pas d'accès à l'eau, eh bien, il n'y a pas d'école. Quand il y a des événements météorologiques extrêmes comme les inondations, il n'y a pas d'école. Mais aussi les enjeux autour de la protection du logement des enfants, la protection de leur sécurité. Cette alerte est venue illustrer la thématique de notre rapport qui engage notre génération et celle à venir. Le droit à un environnement sain trouve sa source dans les conventions internationales et nos textes législatifs, mais il peine à émerger en tant que tel. Alors, quels sont les principaux risques environnementaux qui ont été identifiés et qui menacent directement la santé et les droits des enfants ? L'enjeu autour de la santé des enfants, on pense notamment à toutes les formes de pollution. D'abord, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les pesticides dans l'alimentation, le droit à un environnement sain. Et je pourrais, par exemple, parler de la situation dramatique de la jeune Amy qui est décédée d'une leucémie que sa maman avait contractée pendant qu'elle était enceinte. Et cette maman était fleuriste. La Cour d'appel a reconnu le lien entre les pesticides dans les fleurs et la maladie que cet enfant a contractée alors qu'elle était dans le ventre de sa maman. Mais je pourrais aussi, dans un autre domaine, vous parler du procès assez récent de Châteauroux, des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance du Nord qui étaient accueillis dans des familles qui n'avaient pas d'agrément et qui étaient hébergés dans des conditions sans chauffage, sans eau, dans des espèces de camping, caravanes totalement inappropriées. C'est tout ça, les dégradations de l'environnement. Donc c'est bien entendu d'abord l'accès à la santé, l'accès à la sécurité du logement, encore une fois, et l'accès à l'éducation. Et je pourrais également vous parler d'un certain nombre de choses que nous avons mis en exergue, et notamment les enjeux autour de la prise en compte de la santé des enfants dans les politiques publiques en matière de droit à l'environnement. Et on pense notamment à ce qu'on appelle la toxicologie réglementaire. C'est au fond la part des polluants acceptables, acceptés par
la communauté économique, parfois scientifique, même si elle fait beaucoup de débats au sein des scientifiques. Et la part de ces polluants que nous utilisons, vous et moi, tous les jours, et que, bien entendu, nos enfants utilisent dans les aérosols, eh bien, elle est basée sur la santé d'un homme de 70 kilos bien portant. Donc, vous imaginez la part des polluants chez un enfant en bas âge ou encore une fois dans le ventre de sa maman. Ça me rappelle un peu aussi toutes les choses concernant les crash tests et tout pour les voitures où encore une fois c'est toujours un homme bien portant de 70 kilos et exactement. Rarement les enfants et pas non plus les femmes, soyez en passant. Donc c'est un vraiment gros sujet. Le rapport il insiste sur le fait que les enfants en situation de précarité sont les plus touchés. Pourquoi et comment ces inégalités s'expriment-elles ? On le voit bien là, si on peut dire que le réchauffement climatique est l'affaire de tous et va toucher tous les enfants. Et je prends par exemple le retrait de côte, l'augmentation du niveau de la mer, les événements météorologiques extrêmes qui ont pu aller dans les Charentes, dans le Pas-de-Calais, dans la vallée de la Roya. On le comprend qu'ils puissent toucher tous les enfants. Néanmoins, là encore une fois, on constate que les enfants les plus vulnérables, ceux qui sont éloignés au fond du logement, du droit au logement, eh bien, sont ceux qui déjà étaient les plus éloignés au droit à l'éducation, au droit à la santé, qui sont des droits fondamentalement sectorisés, des accès aux droits à l'école du quartier, la santé, etc. Lorsque vous vivez, il faut rappeler que 2000 enfants vivent dans la rue tous les soirs, rien qu'en France métropolitaine. Alors dans la rue, c'est dans la rue, clairement dans la rue, dans les voitures, dans des halls de gare, que 31 000 enfants vivent dans des hôtels sociaux et jouent entre le parking et les poubelles. Et puis, selon la délégation interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement, environ 6500 enfants en France métropolitaine vivent dans des bidonvilles dont 1500 sont scolarisés. Si je rajoute à cela les enjeux autour de Mayotte et notamment le drame qui a secoué Mayotte le 14 décembre, la tempête Chido, eh bien on voit que les plus vulnérables dans des inégalités territoriales, encore une fois, ceux qui vivent la précarité de logement eh bien, sont les plus touchés. C'est à la fois ce que nous avons appelé, ou ce que les scientifiques rappellent aussi sur la jurisprudence Katrina. Vous savez, cet ouragan aux États-Unis en 2004, qui a bien montré que les populations les plus vulnérables, celles qui ont un habitat précaire, celles qui n'ont pas d'assurance, celles qui n'ont pas les moyens de déménager face à un contexte géographique, un contexte d'habitation éminemment dangereux avec ces événements météorologiques de plus en plus extrêmes et intenses, eh bien, sont les populations qui vont se retrouver encore plus précarisées dans un contexte de grande précarité. C'est un peu un double mouvement. On a ce mouvement-là. Au fond, ils sont soumis à cette sédentarisation. Et d'un autre côté, on a des populations migrantes qu'on concerne ou qu'on évalue sous l'égide de l'immigration économique, mais qui sont des réfugiés climatiques. Le GIEC avait bien montré qu'en 2021, environ, pendant l'année 2021, 9 millions de personnes avaient été amenées à bouger du fait des guerres, mais 30 millions du fait des conséquences de la dégradation de leur environnement. Mais que les 4/5 de ces 30 millions immigraient dans leur propre pays. Donc elles quittaient les côtes pour aller dans les villes, elles quittaient les déserts pour aller, lorsqu'il y avait des sécheresses par exemple, ou des zones qui étaient devenues désertiques, pour aller vers l'économie. Et souvent les enfants étaient envoyés, les adolescents, pour travailler. Et ces adolescents-là se font régulièrement happer par des passeurs et se retrouvent en Europe et considérés comme des migrants économiques et non des migrants climatiques. Et donc on a certains qui sont obligés pour survivre à prendre le chemin de l'immigration avec des parcours extrêmement dramatiques, risqués. Et puis, d'un autre côté, dans un certain nombre de pays, beaucoup qui sont aussi obligés de rester là, assignés à résidence. Voilà, je cherchais le terme, assignés à résidence, du fait de cette précarité qu'ils subissent. Aujourd'hui, le droit protège-t-il suffisamment les enfants contre les dégradations environnementales ? Quelles évolutions seraient nécessaires ? En 2023, en octobre 2023, le Conseil constitutionnel c'est à valeur constitutionnelle le droit des générations futures. Vous pouvez imaginer, c'est extraordinaire de penser pour la première fois un droit à des personnes qui ne sont pas aux enfants à naître ou les enfants d'aujourd'hui qui seront adultes de demain. C'est-à-dire, là, au fond, la possibilité pour les générations à venir de bénéficier des mêmes ressources naturelles qui ne nous appartiennent pas aujourd'hui, mais que nous avons pu bénéficier dans notre enfance. Ça, c'est quelque chose éminemment de fort. Pour autant, on voit bien qu'en matière de contraintes, il y a encore énormément d'avancées à faire. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons invité le gouvernement français à entamer ces démarches et ces actions au niveau international pour consolider et pour faire en sorte que les responsabilités soient beaucoup plus
visible au fond pour nos concitoyens. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure nous avons fait aussi un certain nombre de recommandations, notamment pour intégrer dans le code de l'environnement cette dimension que j'appelle toxicologie réglementaire, mais au fond que les curseurs acceptables prennent en compte dans un principe de précaution les plus vulnérables, les enfants, dont on sait qu'aujourd'hui les enfants, s'ils ne peuvent pas bénéficier de cet environnement sain, eh bien auront des risques de santé à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ce sera un coût à la fois pour le vivre ensemble, mais un coût aussi pour la santé individuelle. Quelle loi concrètement on pourrait demain mettre en place rapidement pour protéger ça ? Moi, ce qui m'incombe en tant que défenseur des enfants, c'est effectivement que l'environnement des enfants, c'est-à-dire que, par exemple, qu'il y ait des tests dans chaque maternité de France à la naissance des enfants, de voir, ou pendant que les mamans sont enceintes, de voir le risque de toxicologie. Il y a des maternités qui ont commencé à le faire. Bien entendu, là, il y a le droit de l'environnement, on en parle de plus en plus. La question maintenant d'applicabilité aussi du droit et de sanctions pollueurs-payeurs qu'on peut entendre à plein d'endroits et qui sont indispensables. Mais pour les enfants, c'est l'environnement. C'est d'abord ne pas traiter la question des précarités, la question du bâti. Et on le voit bien, le droit au logement, encore une fois, bien qu'il soit opposable, comment pour beaucoup de nos concitoyens et pour beaucoup d'enfants, reste encore un rêve inaccessible. C'est la question de cette sécurité-là, mais c'est aussi tous les endroits que les enfants vont traverser, tous les lieux de vie, les lieux de passage, que ce soit l'école, que ce soit les villes à hauteur d'enfants avec les enjeux autour, les îlots de chaleur, la question de retrouver une sérénité, les mobilités douces, etc. dans les villes, et puis l'accès au transport dans plein d'autres endroits qui sont encore très, très, très compliqués. Donc cet environnement-là, en tant que défenseur des enfants et avec la défenseur des droits, que nous avons, nous, mis en exergue pour créer cette amélioration. Selon le rapport, les politiques publiques ne prennent pas assez en compte la vulnérabilité des enfants face aux crises environnementales. Alors du coup, quelles mesures concrètes devraient être mises en place ? C'est une évidence, encore une fois. Ça a pu surprendre d'ailleurs, comme lorsqu'avec Claire Hédon, nous avons rédigé ce rapport, faire le lien entre dégradation de l'environnement et droits de l'enfant. Et ça reste fondamentalement un rapport sur les droits de l'enfant. Nous ne sommes pas défenseurs de l'environnement, mais nous sommes défenseurs de l'intérêt supérieur des enfants et donc de l'environnement dont ils dépendent et dans lequel ils vivent. Et puis, accessoirement, nous sommes aussi défenseurs des défenseurs de l'environnement dans notre mission de protection et d'orientation, notamment des lanceurs d'alerte, par exemple. La question je crois qu'il y a un changement de paradigme, encore une fois, mais sur l'enfance en général, à considérer la vulnérabilité des enfants dans toutes les politiques publiques. Donc, que ce soit dans les études d'impact, par exemple. On pourrait imaginer, par exemple, que vous avez une installation qui vient s'implanter dans une région avec des conséquences potentielles sur l'environnement. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer consulter dans un avis consultatif, encore une fois, parce que les enfants ont de plus en plus accès à la connaissance, sont sensibilisés de plus en plus à leur environnement propre. Et c'est ça aussi. Il faut les rendre acteurs de cet environnement, ne pas les surresponsabiliser, mais les intéresser, encore une fois, dès le plus jeune âge, en espérant que nous commencions dès tout petit ces changements de paradigme. Alors justement, la voix des enfants, le rapport, il met en avant la voix des enfants, comme toujours dans les rapports défenseurs des droits et des enfants. Comment garantir qu'ils soient réellement entendus et impliqués dans les décisions qui les concernent ? Comment est-ce qu'on peut garantir que la proposition que vous venez de faire peut être mise en œuvre ? Pour ce rapport, nous avons entendu 3400 enfants. 3400 enfants, et c'est vraiment passionnant parce que c'est des enfants de 2 ans, donc des enfants de maternelle, enfin 2 ans et demi, jusqu'à des grands ados, jusqu'à 18 ans. Donc, encore une fois, ce sont des enfants qui ont participé, accompagnés par leurs pédagogues, donc par leurs instituteurs, mais aussi dans des activités périscolaires, notamment avec les Francas, des enfants investis dans des conseils municipaux d'enfants, et puis des enfants qui vivent et subissent des vulnérabilités. Je pense à la prévention spécialisée, à la protection de l'enfance, au handicap. Nous sommes même allés, je dis même parce que ça n'allait pas de soi, écouter des mineurs incarcérés. Des enfants incarcérés dans des lieux de privation de liberté pour aussi les sensibiliser et avoir leur retour. Et alors, c'est intéressant pour les tout-petits, dès l'école maternelle, cette acuité des tout-petits à la protection de leur environnement. Comme si, au fond, la propre conscience de leur vulnérabilité en tant que tout-petits les rendait plus empathiques, plus prompts à entendre celle de la planète. Et puis, quand les enfants grandissent, les adolescents nous ont dit, au fond, nous, tout le monde nous dit que nous, comme la planète, on est l'avenir de l'humanité. Mais alors, les droits de la planète, comme les droits de l'enfant, n'avancent pas vite. Et au fond, on est comme les scientifiques, peu écoutés. Et donc, les enfants ont pu exprimer aussi
notamment, je vais prendre par exemple les éco-délégués dans les collèges ou dans les lycées, comment au fond ils ne voulaient pas être que plante verte, comment par exemple ils ont eu des propositions de pouvoir disposer de budget pour mener des actions pour sensibiliser leurs camarades, mais aussi les adultes, puisque c'est intéressant de voir aussi les paradoxes, et les enfants sont très conscients de ces paradoxes. Par exemple, d'avoir tout à fait dans les programmes scolaires une sensibilisation à la surconsommation, les effets de la surconsommation, au tri, au vivre ensemble, etc. Mais parfois dans des bâtis qui respirent l'inverse de cela. Il y a un rapport parlementaire d'une députée du Finistère et de Francesca Pasquini, qui était l'ancienne législature, était députée écologique, qui a montré que nous avons 60 000 écoles en France et que sur 60 000 écoles, 80% ne sont pas, le bâti n'est pas préparé, je dirais, aux conséquences de la dégradation de l'environnement, et que on peut le comprendre en partie, et que beaucoup des travaux qui ont été réalisés l'ont été pour faire en sorte qu'il fasse moins froid dans les écoles, mais la question de la chaleur, de la température n'a pas été du tout pris en compte. Et donc, les enfants, au fond, ils nous disent quoi ? Un peu ce que font le dispositif hors les murs, l'éducation hors les murs, qui est vraiment très intéressant. Ils disent, mais au fond, c'est peut-être cette période de crise-là. Alors, c'est pas une période de crise, parce que les enfants, les ados ont bien compris quelque chose, c'est pas une crise, le réchauffement climatique. On retrouvera pas la situation d'avant. Les 4-5 degrés qu'on va prendre, on les récupérera pas. Mais ce qu'ils disent, c'est peut-être l'occasion de réfléchir autrement. Ça veut dire quoi, réfléchir autrement ? C'est comment on fait classe, comment on aménage la cour d'école. Est-ce qu'on peut interroger les rythmes scolaires ? Quand est-ce qu'on fait la sieste quand il fait 30 degrés, quand on est à la maternelle ? Est-ce qu'on peut faire un cours plus tôt le matin, etc. Qui est une adaptation au fond. Et on voit bien que là, les enfants percutent un environnement d'adultes qui est très peu propice à ces échanges-là. Et c'est ça qu'ils viennent nous dire. Donc forcément, pour beaucoup d'adultes, prendre le risque de consulter les enfants, c'est prendre le risque de très vite être confronté à des choses qui paraissent compliquées pour les adultes, mais qui sont très intéressantes en matière de débat. Ce qu'on n'a pas repris dans le rapport, mais tout ce qu'on met autour de l'éco-anxiété, c'est principalement, c'est dû sans doute plus à la difficulté des adultes d'évoquer ces sujets-là avec les enfants que la dégradation de l'environnement en tant que telle, intrinsèquement, je veux dire. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que éduquer, c'est projeter, c'est conduire vers. Et donc, c'est donner les ressources, la connaissance, les moyens aux enfants d'agir. Donc, ils ne veulent pas à la fois de discours anxiogènes, mais ils veulent des choses concrètes, et ils veulent qu'on leur donne la parole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement qu'ils soient dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, qu'ils soient en fonction des missions. La région a quelque chose à dire de l'écologie, le département a aussi des actions en matière d'écologie. Ils devraient être consultés jusqu'au plus haut niveau de l'État, mais je crains qu'on n'en prenne pas le chemin en ce moment, quoi. Oui, alors ça c'est certain qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de moyen de contraindre les collectivités de quelque niveau que ce soit à écouter la parole des enfants. Il y a, non, mais à un moment, si personne ne les écoute. Il y a ce que vous connaissez très bien, Cédric, c'est l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit des enfants d'être entendus dans toutes les procédures qui les concernent, mais d'être écoutés sur tous les sujets. C'est vraiment ce paradigme-là qu'il faut changer, c'est qu'on n'arrête pas, et le monde des adultes n'arrête pas de demander, d'exiger que les jeunes, que les enfants, les adolescents se comportent comme des citoyens, alors que je rappelle qu'ils ne le sont pas, puisqu'ils n'ont pas le droit de vote. Donc, je ne dis pas qu'il faut qu'ils l'aient, quoique ouvrons le débat. Mais je suis bien entendu pour faire en sorte que les enfants soient entendus, écoutés sur tous les sujets qui les concernent. Nous, cette consultation-là, je peux vous assurer que d'entendre des enfants de 3 ans dans une classe de maternelle parler de la protection de l'environnement, c'est quelque chose de formidable. Et pourquoi beaucoup d'adultes considèrent qu'écouter les enfants, c'est infantilisant pour eux-mêmes ? C'est quand même un paradoxe. C'est cette idée au fond que cette immaturité des enfants ne conduirait à rien d'objectif ou en tous les cas de propice à faire réfléchir. Alors que justement, les enfants ont encore une fois, dès tout petits, cette sensibilité au vivant. Et que l'exemple qu'on leur montre était déterminant sur leur capacité après à s'engager pour cet environnement. On parle d'éducation, on parle d'écouter les enfants, on a parlé des collectivités, mais nous, les parents, quel rôle est-ce qu'on peut jouer, nous les parents, les enseignants et la société civile, pour aider les enfants à comprendre et à agir face aux enjeux environnementaux ? Alors d'abord, je ne connais pas une politique publique qui s'adresserait aux enfants sans s'adresser à la parentalité. Ça veut dire que protéger les enfants, c'est bien entendu reconnaître les enfants comme sujet de droit, mais c'est aussi protéger leur environnement familial. Par exemple, en protection de l'enfance, je le dis toujours, protéger les enfants, c'est l'accès aux droits, c'est la réponse aux besoins et c'est une politique parentale, familiale, forte dans un État. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de paradoxes. Les
familles, pour moi une famille, la définition de la famille, c'est la présence d'enfants. Les familles les plus vulnérables, celles qui ont l'empreinte carbone la plus faible, celles qui polluent le moins, sont celles qui en subissent les conséquences les plus graves. C'est celles qui n'auront pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, c'est celles qui sont très souvent éloignées, pour beaucoup en dehors des grandes villes, des transports en commun qui sont adaptés à leur rythme de travail. Je pense notamment à des familles monoparentales. Donc effectivement, l'enjeu écologique peut paraître éloigné. Quoique, dans le contexte d'augmentation des précarités, et exacerbé depuis la crise sanitaire, on voit quand même que les gens font énormément gaffe à leur consommation. Maintenant, c'est vraiment important de donner les moyens aux familles d'avoir, encore une fois, un logement adapté, un logement sécure et des conditions permettant de prendre soin de leur enfant. Après, bien entendu, je crois que ce qui est très intéressant et ce que nous a montré la consultation, c'est comment, par l'intermédiaire des enfants, sont les enfants qui ont fait bouger les adultes. C'est-à-dire, on ne croyait pas, encore une fois, on pensait qu'aborder ce sujet avec les enfants serait source d'éco-anxiété ou qu'ils ne seraient pas capables de comprendre les enjeux. Ils ont tellement compris les enjeux que eux, ils disent non mais d'accord, les adultes, l'écologie, c'est pas que le tri le lundi du sac jaune et du sac vert. Non, c'est aussi réfléchir à un certain nombre, à la pollution du bruit, à la pollution de l'air, bien entendu, à la pollution des océans, à la manière dont on produit, à la matière dont les circuits d'alimentation. Donc, les enfants ont pu, par exemple, proposer des circuits courts à l'école, dans les cantines. Mais forcément, il y a les injonctions à la fois des coûts et de la qualité sont parfois insurmontables pour beaucoup de collectivités. Et donc, il y a cette exemplarité des adultes. Donc, si vous voulez, l'écologie, c'est le vivre ensemble, c'est l'accès aux droits. Et donc, il faut que tout le monde puisse augmenter en même temps, et s'éduquer, se sensibiliser en même temps. Donc, bien entendu, il y a toujours une responsabilité des adultes. Encore faut-il que les adultes aient la possibilité d'agir, et notamment, encore une fois, dans les familles. Et puis après, il y a les enjeux, bien entendu, de l'école. Là, il y a aussi ce qui appartient aux enseignants en matière de programme. Moi, je vois encore, je redis, c'est pas toujours possible, mais je redis tout ce dispositif d'éducation hors les murs, d'école hors les murs, etc., qui est vraiment pertinent, qui permet vraiment de se rapprocher des enjeux de la nature et de l'écologie, on y reviendra peut-être, mais dans un contexte où, paradoxalement, nous avons ces enjeux écologiques qui amènent énormément de solidarité. Donc, il faut apprendre à nos enfants à être solidaires dans un contexte de sédentarisation quasiment inédit, et je pense notamment avec l'accès au numérique, l'intelligence artificielle, où chacun, dans son fauteuil, aura le virtuel, la réalité augmentée, etc., avec des conséquences aussi là, sur la santé des enfants. Et ça, c'est un enjeu. Donc, il faut aussi pouvoir sensibiliser les parents. Je ne sais pas, mais à quel âge vous l'avez fait, mais par exemple, quand peut-être au moment CM2 ou du collège, je ne sais pas, en fonction de l'endroit où on habite, mais la première fois qu'on dit à son enfant, écoute, oh là là, là j'ai oublié d'aller acheter le pain, est-ce que tu peux y aller? Surtout, tu fais attention à ce qu'on te rende bien la monnaie et tu ne parles pas à n'importe qui sur le chemin d'aller-retour. Et puis quand l'enfant revient avec le pain, il a plutôt respecté les consignes, ça lui a fait plaisir d'être autonome et grand, eh bien il va dans sa chambre sur son smartphone ou sur son écran, et là c'est open bar pour voir n'importe quoi sur Internet. Donc, on a aussi besoin de sensibiliser les parents avec ces campagnes-là, me semble-t-il, importantes, et puis il y a bien entendu le rôle de l'école, mais pas que l'école, il y a aussi, on a besoin de retrouver aussi les enjeux de l'éducation populaire, que ce soit ce que je mettrais avec un grand E et un grand P, que ce soit les enjeux autour du service public de la petite enfance, les crèches, jusqu'aux activités périscolaires, qui aussi doivent montrer et s'ancrer dans ce rapport à la nature, ce rapport à la manipulation que les enfants jouent, quoi. Et ça, on est une société qui supporte de moins en moins que les enfants jouent, parce qu'encore une fois, on supporte de moins en moins que les enfants jouent dans la rue, par exemple. Votre propos me rappelle un livre que j'ai fini là récemment, qui s'appelle Génération Anxiété, de Jonathan Haidt, où il explique et il démontre, par ailleurs, les sujets, problèmes de santé mentale qui découlent du fait qu'on aurait surprotégé les enfants dans le monde réel et totalement sous-protégés dans le monde virtuel. Et c'est vraiment intéressant aussi de voir comment, au-delà de l'autonomie aussi, comment est-ce que nos aires de jeu sont devenues totalement aseptisées. Il ne risque pas de nous arriver quoi que ce soit. Et il a cette phrase que j'aime beaucoup, et je sais que ça peut interpeller des parents qui nous écoutent, mais je tiens quand même à la dire, c'est que pour qu'un enfant apprenne à ne pas se blesser, il faut le mettre dans des situations où c'est possible.
Et nous, on veut tellement les protéger qu'on veut qu'il leur arrive rien, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils vont découvrir du monde si on les bloque en permanence là-dessus? Et c'est aussi lié à l'environnement, parce que quand on laisse pas un enfant jouer à côté d'une rivière, alors je dis pas qu'il faut, attention, bien sûr, faisons preuve de bon sens, bien évidemment, il faut garder un œil, mais vous voyez par exemple une rivière où l'enfant a à pied, un enfant de 6 ans, enfin, et qu'on veut pas le laisser jouer seul parce qu'il pourrait, je sais pas, tomber sur un caillou ou quoi. Mais comment veut-on que l'enfant protège l'environnement s'il ne connaît pas ce qu'est l'environnement? Ah, mais c'est une évidence. En vous écoutant, je vois bien aussi tous les enjeux autour de comment on a rendu les villes anxiogènes pour nos enfants. On accompagne les enfants jusqu'à la porte de l'école. On ne supporte pas qu'ils fassent du bruit. Les parents, par anticipation anxieuse, se disent « Oh là là, s'ils vont faire du bruit, les voisins vont me tomber dessus, etc. » Beaucoup de collectivités territoriales, néanmoins, sont en train de réfléchir, font le lien entre la dégradation de l'environnement et justement rendre leur centre-ville ou leur ville à hauteur d'enfant. C'est-à-dire lutter contre les îlots de chaleur, désartificialiser les sols, imperméabiliser les sols. Et c'est fondamental. Parce qu'il y a derrière ça, il y a des enjeux aussi d'égalité garçon-fille. Dans un précédent rapport sur le droit au sport, au loisir, à la culture, nous avions aussi montré avec la défenseure comment, au fond, les cours d'école étaient bitumés et étaient occupés 80% par les garçons qui jouaient au foot et les filles étaient souvent satellites autour, trouvant leur place de manière discrète, même si maintenant on accepte de plus en plus et heureusement ces égalités dans le sport. Mais au fond, ce qui me faisait dire, et c'était pas qu'avec humour, que si on avait écouté, regardé, observé, écouté les jeunes filles, on aurait moins enlevé les arbres dans nos cours d'école. Alors maintenant, on les remet. Et c'est une bonne chose. Et ça, je crois que ça parle d'une société. Alors, on aime nos enfants, il n'y a aucun souci. Mais alors, si on pouvait avoir nos enfants sans leur enfance, qu'est-ce qu'on serait peinard, quoi. On voudrait qu'ils soient autonomes tout de suite. Certains, et l'actualité Le Monde, veulent qu'ils soient responsables pénalement comme des adultes, alors que les psychologues, les scientifiques nous disent bien que le cerveau de l'adolescent, le cerveau du jeune adulte ressemble plus au cerveau de l'adolescent, de l'enfant qu'au cerveau de l'adulte, et que c'est une façon différente de répondre et d'accéder et de faire un cheminement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont immatures, ça veut dire qu'ils emploient des chemins de traverse et que là, bien entendu, ils sont capables d'entendre les interdits, mais que ce n'est pas en mettant tout sur les interdits qu'on fera en sorte que les enfants soient plus adaptés à leur environnement et plus heureux surtout. Et donc on est dans une période qui pénalise l'enfance. Je dis qu'on aime nos enfants mais moins leur enfance, mais c'est même pire que ça, c'est qu'on est sur le dos des enfants en permanence. Et d'ailleurs le numérique permet aussi de contrôler à distance, au nom de sa protection, énormément les enfants. Et je crois qu'il ne faut pas Alors à chaque génération... on a eu le lot de réactionnaires sur la place des enfants, la peur de la jeunesse, etc. Mais je crois qu'il n'y a pas... l'adolescence, c'est la prise de risque. C'est s'opposer pour se poser, c'est la confrontation. Souvent, pour les très jeunes enfants, 4-5 ans, mes parents, oh là là, ma maman, mon papa, c'est les plus forts du monde, quoi. Et puis, à 10-12 ans, ils savent plein de choses, ils savent pas tout, mais ils savent plein de choses. Et puis, à 14-15 ans, mais... Ils sont un peu cons parfois. Et donc, je suis pas d'accord. Et donc, je vais aller chercher des prises de risque ou des personnes à qui je vais, et c'est cette autonomie que, voilà. Et ces rites de passage-là, eh bien, on les tolère de moins en moins et on tombe sur le dos des enfants et notamment en appelant la police, quoi. On renvoie vers la prison une fonction d'autorité qu'on ne veut pas assumer, autorité au sens transmission, au sens augmenté, au sens bienveillance, la transmission des savoirs. Et encore une fois, il faut jouer avec les enfants. C'est une évidence. Et les laisser jouer seuls. Et les laisser jouer seuls. Et alors là, oui, la question, on ne supporte plus, et vous avez raison tout à fait de le rappeler, on ne supporte plus l'ennui. Oui. On ne supporte plus l'ennui. Ou alors, on veut bien d'une autre, et donc les enfants deviennent des empêcheurs pour les adultes d'avoir une période d'ennui. Existe-t-il des initiatives ou des actions positives qui montrent qu'une meilleure prise en compte des droits des enfants sur le sujet environnemental, du coup, est possible ? Oui, je prenais l'exemple tout à l'heure de l'école Hors les Murs, mais il y a beaucoup de collectivités territoriales qui ont vraiment réfléchi à ces questions d'espace naturel, d'espace vert. Il y a encore beaucoup de progrès à faire parce qu'il y a aussi des enjeux autour des finances des collectivités territoriales, mais il y a bien entendu énormément, il y a une prise de conscience aussi, il y a une prise de conscience des familles. Il y a à la fois une prise de conscience et une inquiétude. Par exemple, nous avons pour ce rapport auditionné un certain nombre de maires MAIRES qui ont malheureusement vécu le traumatisme des inondations. Je pense notamment
à une mère dans le Pas-de-Calais à qui on a dit, au fond, alors qu'il y a 400 maisons inondées sur 5000 habitants dans sa commune, à qui on a dit, la crue qu'on m'annonçait centenaire maintenant, elle est tous les 10 ans, et celle tous les 10 ans, elle est annuelle. Ça a créé des solidarités de dingue, mais derrière, ça ne suit pas. La commune a été déclarée catastrophe naturelle, et 7 mois après, aucune personne n'avait touché 1 euro. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine alerte, quoi. Et là, il y a une angoisse incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, mais là, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine crue qui va arriver dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça c'est vraiment des choses qui ne sont pas suffisamment prises, je crois, en compte, ou qui nécessitent évidemment un engagement financier de l'État énorme. Donc il y a des actions, encore une fois, concrètes, mais comme disent les enfants, il ne suffit pas de créer des digues, quoi. Il faut laisser la nature prendre ou retrouver, parce que c'est pas uniquement prendre, c'est retrouver ces espaces originels qu'elle avait il y a plusieurs dizaines d'années. On voit bien ces petites expériences aussi qui sont menées pour montrer à quel point la bétonisation c'est clair. À outrance a créé, en fait, nous avons créé nos propres crues aussi. Il faudrait en effet proposer des solutions de structuration de l'habitat, des villes, des communes pour prendre en compte ça, parce que la nature, quand même, généralement, elle s'autogère plutôt bien, en tout cas, mieux que nous, parfois on la gère, donc il y a des réflexions à mener là-dessus. Oui, et puis considérer, je crois, un certain nombre d'associations. Moi, je suis assez effaré de la perte de sens des mots, quoi. De traiter des défenseurs de l'environnement de manière éco-terroriste, des termes comme ça qui sont tout de suite envoyés comme ça face aux figures, alors qu'on est simplement là pour défendre l'environnement on l'a bien vu avec des adolescents qui ont manifesté de manière pacifique, par exemple, et on a eu des instructions aux défenseurs des droits sur des enfants qui ont été mis en garde à vue, qui ont été des fouilles à nu. On a ignoré totalement leur statut de minorité, simplement parce qu'ils manifestaient même pacifiquement. C'est vrai que les enfants, les ados et la jeunesse, c'est leur combat, quoi, c'est d'attirer l'attention des États sur leur inaction climatique, quoi. Et ça, c'est un vrai enjeu, me semble-t-il, d'action qu'il faut justement. C'est peut-être ça aussi la difficulté qu'on a d'écouter et d'organiser la parole des enfants, c'est qu'on a peur qu'ils deviennent révolutionnaires. Mais peut-être que ça nous ferait du bien. Après ce rapport, quelles sont les prochaines étapes pour le défenseur des enfants ? Est-ce qu'il y a des pistes d'action concrètes que chacun peut soutenir ou relier ? Oui, j'invite vraiment. Alors, il vous a pas échappé que depuis 1 an, le contexte, les changements au Parlement, les contextes politiques n'ont pas aidé à ce que ce type de rapport ait une visibilité. On sait, nous, par expérience, que ces rapports, on les rédige dans une vision assez longue pour y revenir régulièrement. Les enjeux, ce lien entre dégradation de l'environnement et droits de l'enfant était quelque chose qui était inédit. Nous l'avons fait. Enfin, j'invite tout le monde à lire ce rapport. Hein. Il est très clair sur, encore une fois, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à la sécurité. Les enjeux aussi autour de cette démocratie participative et de créer cette future démocratie et pas attendre que les enfants aient 18 ans pour dire tiens, au fait, ils votent pas. Peut-être qu'il faudrait s'inquiéter en amont de la manière dont on les fait participer. Ce rapport, les recommandations, elles sont maintenant, il faut que nos gouvernants les lisent. Et j'espère qu'ils vont le faire et puis qu'ils prennent des décisions importantes pour l'avenir de nos enfants, et enfin pour les enfants qui sont aujourd'hui et pour les adultes qui seront demain. Donc c'est des rapports qui sont qu'on espère, qu'on a fait aussi beaucoup connaître dans les associations et qui s'en servent aussi. On en est très très content. Et puis il y a des recommandations pour les collectivités territoriales, pour les ministères, et je sais qu'elles seront encore d'actualité. Vous savez, nous avons fait avec la Défenseure un rapport en 2021 sur la santé mentale des enfants, le droit au bien-être, et 2025 est l'année consacrée à la santé mentale des enfants, 4 ans après. Donc ne désespérons pas. Pour finir, Monsieur Delemare, quel serait votre message aux parents et aux éducateurs qui écoutent ce podcast et se demandent comment agir pour garantir un environnement sain aux enfants ? Notre responsabilité à tous en tant qu'adultes est de séparer la vie virtuelle, le numérique, qui est un progrès magnifique en matière... Voilà, on n'est plus besoin de se déplacer pour faire des démarches, voilà, on peut avoir aspect au ludique, etc. Mais il devient parfois un réflexe archaïque et on oublie que les enfants ont d'abord besoin fondamentalement d'expérimenter, de jouer. Hein. Je dis souvent que lorsque le bébé ne dort pas, il dépense toute son énergie à rechercher la relation. Et comment on fait pour lui répondre ? En jouant. C'est par le jeu
que les enfants rentrent dans l'apprentissage. Et que cet apprentissage-là, alors on le trouve tout à fait, ça va de soi pour les tout petits. Monsieur célèbre Jacques Lévin, qui était psychologue, qui disait que si on devait attendre que le bébé sache parler pour lui parler, il parlerait jamais. C'est bien parce qu'on parle au bébé. Voilà. Et quand l'enfant grandit, on oublie ça. On est beaucoup plus d'ailleurs attentif à la question d'autoritarisme que de transmission. Donc je nous invite à pouvoir, alors je sais que le travail c'est le temps qu'on n'a jamais, mais j'invite vraiment tous les adultes à pouvoir prendre du temps avec leur enfant, même si je comprends bien qu'il y a des difficultés, que la société n'aide pas toujours les parents à avoir ce temps de disponible. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.